Entretenu ce dimanche avec une délégation du bureau exécutif des parlementaires africains contre la corruption conduite par sa vice-présidente au cœur de l'entrevue la tenue prochaine de l'Assemblée générale de cette organisation. 17e session du groupe de travail du Conseil des droits de l'homme chargé de l'examen périodique universel. Les assises ont lieu du 21 au 1er novembre dernier à Genève. La situation des droits de l'homme dans 15 pays, dont celle du Tchad, a été passée au crible. Et puis cette triste nouvelle, la presse mondiale et le gouvernement français sont sous le choc. Ghislaine Dupont et Claude Verlon, deux envoyés spéciaux de Radio France Internationale, ont été enlevés et assassinés juste après avoir réalisé une interview avec un représentant du mouvement national de libération de l'Azawad et MNLA à Kidal. Précision dans ce journal. Bienvenue aux 20h, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Dans l'actualité ce soir, une délégation du bureau exécutif des parlementaires africains contre la corruption conduite par sa vice-présidente a été reçue ce matin par le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi. Au centre de cet entretien, la tenue de l'année prochaine le membre du bureau exécutif d'APNAC qui séjourne depuis le 30 octobre dernier dans le cadre de leur réunion prélude à la tenue l'année prochaine de leur assemblée générale ont été reçus par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Djimrangar Dadnadi. Pendant plus d'une heure, les deux parties ont fait un large tour d'horizon des stratégies à mettre en œuvre afin de mettre hors d'état de nuire les bandits au col blanc qui mettent en coupe réglée les deniers publics. Les membres du bureau exécutif de l'APNAC ont demandé à cette occasion aux plus hautes autorités tchadiennes d'être leur porte-parole auprès des États d'Afrique centrale et plaider aussi pour l'intégration de l'Afrique du Nord au sein de ces réseaux. Ils ont fait part également au chef du gouvernement de leurs inquiétudes à propos du retrait l'année prochaine de partenaires qui financent leurs activités. Ils ont souhaité voir les pays africains prendre le relais en vue d'engager une véritable croisade contre la corruption. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Dadnadi, qui a marqué son accord, s'est réjoui du combat engagé contre la corruption et n'a pas manqué d'aborder la question du trafic de drogue, d'armes et sans oublier le drame de Lampedusa. Tout cela est le résultat de la corruption, la mauvaise gouvernance et de la pauvreté de notre continent, a-t-il martelé. Au sortir de cette entrevue, la vice-présidente du réseau des parlementaires africains contre la corruption s'est dit très satisfaite de l'entretien. Nous avons le plaisir de dire que le chapitre du réseau APNAC au Tchad fait un excellent travail. Et le Parlement a accepté aussi d'abriter les assises de notre Assemblée générale dans 2 ans, en 2015. Donc nous voulions aussi manifester toute notre joie pour ce soutien. Nous avons évidemment parlé de la problématique de la corruption en Afrique. L'impact que la corruption a dans la mauvaise gouvernance de nos différents pays et au détriment de nos populations. Et nous sommes convenus qu'il faut continuer la lutte ensemble. Bon à savoir, ce bureau exécutif du réseau des parlementaires africains contre la corruption est composé des députés des 22 pays africains. Eux œuvrent depuis plus d'une décennie pour juguler cette hydre de corruption. Le siège du réseau est à Accra, au Ghana. 17e session du groupe de travail du Conseil des droits de l'homme chargé de l'examen périodique universel. Les assises se sont déroulées du 21 octobre au 1er novembre dernier à Genève, en Suisse. Le Tchad y est représenté au plus haut niveau par le ministre des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au total, la situation des droits de l'homme
S'agissant du recrutement des enfants dans les conflits armés, Laounagon Raoul a souligné qu'une série d'actions et de mesures ont été prises par le gouvernement en étroite collaboration avec l'UNICEF. Les membres de la délégation tchadienne ont relevé qu'étant engagé dans la voie de la démocratie et du respect des droits de l'homme, le pays connaît une stabilité relative grâce à plusieurs accords de réconciliation et de paix, ce qui a permis, disent-ils, au gouvernement d'amorcer le développement socio-économique du pays avec les revenus des recettes pétrolières. Lors du dialogue interactif, les 192 États membres ont félicité le Tchad pour la stabilité retrouvée et pour son implication dans la résolution des conflits au plan national, sous-régional et régional. Pour le Conseil des droits de l'homme chargé de l'EPU, le Tchad a démontré sa volonté de se conformer à ses obligations internationales en matière de respect des droits de l'homme. Les membres du Conseil des droits de l'homme ont condamné avec fermeté l'arrestation des journalistes ces dernières années. Ils demandent au gouvernement de tout mettre en œuvre afin de permettre aux journalistes d'exercer leur métier en toute quiétude. En réponse au Conseil de l'EPU, le chef de la délégation tchadienne, Laounagon Raoul, a indiqué que le Tchad s'engage à redoubler d'efforts et à mettre tous les moyens nécessaires pour l'application effective des recommandations jugées utiles pour son pays. Un atelier de formation relatif aux droits de l'homme, à la liberté de la presse et à la protection des journalistes a également lieu en marge de cette 17e session. Organisé par Jean Media Center, il est essentiellement destiné aux journalistes du Nigeria, du Sénégal et du Tchad. L'objectif de cet atelier est d'aider les participants en tant qu'acteurs clés de la société civile à comprendre les mécanismes et les institutions de protection des droits humains. Les questions liées à la liberté de la presse dans les trois pays ont fait l'objet de débats et de discussions avec les experts en droits de l'homme des Nations Unies, les médias suisses ou encore les organisations non gouvernementales. Il ressort de ces échanges que les problèmes rencontrés par les journalistes dans l'exercice de leur métier sont les mêmes. Pour cela, il est demandé aux participants de faire leur travail en respectant les règles d'éthique et de déontologie pour mieux promouvoir les droits humains dans leurs pays respectifs. La nouvelle représentante du chef de l'État dans la région de la Tangilé, Tédé Bérut, vient de tenir sa toute première réunion avec les autorités administratives, communales et traditionnelles du département de la Tangilé-Est. Il était question pour la numéro 1 de la Tangilé de porter à la connaissance de ses collaborateurs les grandes décisions de la dernière Assemblée générale des gouverneurs tenue en octobre dernier ici, à N'Djamena. C'est le tout premier contact du nouveau gouverneur de la région de la Tandjilé, Mme Tédébé Madidjan Ruth, avec les autorités administratives communales et les chefs traditionnels du département de la Tandjilé-Ouest. Cette rencontre vise à informer les proches collaborateurs des décisions prises lors de l'Assemblée générale des gouverneurs tenue en octobre dernier à N'Djamena. Des décisions qui seront le gouverneur de la Tandjilé responsabilisent chaque citoyen, notamment les personnes âgées de 18 ans et plus, dans la gestion de l'environnement et de la chose publique. Madame Tédébé Madidjan Ruth de préciser que la renaissance du Tchad ne peut se faire sans l'implication de tous les concitoyens. La restauration de l'autorité de l'État n'exclut pas le civisme. Nous sommes une zone de production par excellence et nous avons besoin de la main-d'œuvre. Mais ces bras valides sont en train d'être finis sous l'effet de cet alcool-là. Et en tant qu'autorité de la région, il est de mon devoir d'attirer l'attention de ma population. Et l'éducation des enfants relève de nous les parents. Ce n'est pas la question des enseignants, ce n'est pas la question de l'État seulement. L'État, nous devons l'accompagner. Le gouverneur de la Tandjilé a également fustigé le comportement de certains compatriotes qui déchassent les ordures dans les rues et ceux qui refusent de débroussailler leurs concessions et les environs en faisant savoir aux autres que c'est le travail de la municipalité. Madame Tédébé Madidjan Ruth de conclure que tous ceux qui vont se faire désormais remarquer par ce comportement répondront de leurs actes devant la loi car cela est un acte d'incivisme. Le gouverneur de la région du Logone occidental, Mokhtar Ouadahab, a présidé la réunion mensuelle du comité régional d'action. 3 secteurs étaient à l'ordre du jour.
Il demande aux différents acteurs intervenant dans le système sanitaire de la région à doubler d'efforts. L'opportunité a été saisie pour lancer des séances de vaccination contre la poliomyélite couplée au déparasitage. S'agissant du secteur de l'hydraulique, le problème d'eau potable se pose avec acuité, surtout dans les zones rurales. Enfin, dans le domaine de l'agriculture, la tendance est à relancer et améliorer la culture du coton dans la région. Un défi pour lequel le délégué régional de l'agriculture a proposé les expériences de la Chine suite à la récente mission qu'il a effectuée à Beijing. Là-bas, un atelier a été organisé sur la gestion et l'organisation des producteurs du coton. Le gouverneur Mukhtar Wawa Dahab se réjouit des interventions aussi pertinentes. La prochaine rencontre est prévue pour le 20 novembre. Bientôt une nouvelle stratégie pour le développement du football au Tchad et cette stratégie qui exige une implication multiforme des partenaires dans la gestion de la discipline a été adoptée à l'issue d'une rencontre d'échange entre les responsables de la Fédération tchadienne de football association et les experts de la Fédération internationale de football association. Les responsables de la Fédération tchadienne ont offert un banquet à leurs hôtes de la FIFA. C'était donc hier dans un hôtel de la place. Sans transition à l'étranger au Mali, les deux envoyés spéciaux de Radio France Internationale RFI enlevés hier à Kidal, dans le nord au Mali, ont été tués. La presse et le gouvernement français sont sous le choc. Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été enlevés et assassinés juste après avoir réalisé une interview avec Amberi Agris, un représentant du mouvement national de libération de l'Azawad MNLA. La mort de nos deux confrères n'a pas été revendiquée. Le point avec François Bader, AITV. Une rédaction sous le choc. Ce matin, le service de sécurité de RFI maintenait à l'extérieur les journalistes venus prendre des réactions après la mort de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon. Mais la directrice de la radio est descendue pour remercier la presse d'être là. Je pense que la presse entière est affectée, la presse française et internationale aussi. Nous avons des témoignages qui viennent du monde entier, est affectée par ce drame. Dans l'exercice de nos métiers, un métier à risque, mais un métier qui ne vaut pas d'y laisser la vie. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est venu soutenir les journalistes de RFI atterrés par cette nouvelle. De nombreux auditeurs africains ont également témoigné de leur solidarité sur une adresse internet. Un peu plus tôt dans la matinée, Laurent Fabius était à l'Élysée avec d'autres ministres chargés des suites de ces assassinats. Le président français a donné des instructions pour retrouver les responsables de ce crime, qualifié d'abject et de révoltant. C'est un double crime. C'est un crime contre des personnes qui, je le répète, ont été froidement assassinées dans des conditions odieuses. Mais c'est aussi un crime contre la liberté d'informer et d'être informé. Le président François Hollande a également reçu les responsables de RFI qui ne veulent pas baisser les bras face à la barbarie. L'émission spéciale en préparation au Mali a été annulée, mais d'autres journalistes restent sur place pour informer. Si nous n'allons plus sur le terrain, si de loin on se contente de dépêches, alors où est le métier? Alors oui, il faut parfois prendre des risques. Sincèrement, ni Ghislaine ni Claude n'étaient des têtes brûlées. Ils n'ont pris aucun risque inconsidéré. Ghislaine Dupont, 57 ans, et Claude Verlon, 55 ans, étaient deux journalistes extrêmement aguerris, spécialistes de l'Afrique et des zones de conflit. Leur assassinat n'a pas été pour l'instant revendiqué. Et puis l'annonce de la mort de Ghislaine Dupont et Claude Verlon de RFI au nord Mali a plongé les journalistes et l'autorité malienne et les autorités maliennes dans la plus profonde tristesse. Ils ont exprimé leur indignation à l'égard de cet acte odieux. Anne-Christine Roth, AITV.
du MNLA qu'ils venaient d'interviewer. Leur ravisseur parlait tamashek, la langue touareg. Malgré le barrage à l'entrée de la ville et l'alerte donnée immédiatement, le commando parvient à sortir de Kidal. Le corps des journalistes est retrouvé à 12 km de là, abattu de plusieurs balles. Par qui, pourquoi et surtout comment un tel enlèvement a-t-il pu se produire malgré la présence dans ce bastion touareg de troupes de la MINUSMA, de soldats maliens et d'hommes de l'opération Serval? Autant de questions sans réponse. Christine Muraté est journaliste à RFI. Elle préparait avec Ghislaine Dupont et Claude Verlon une journée spéciale Mali. C'était entendre les Maliens, entendre les attentes des Maliens, leurs espoirs aujourd'hui. Ghislaine n'avait pas choisi la partie la plus facile. Elle était à Kidal avec Claude pour justement essayer de comprendre ce qui se passait dans cette terre extrême du Nord Mali. Voilà. De son côté, le gouvernement malien a immédiatement réagi, condamnant fermement ces deux assassinats. Et oui, ce sont là les risques du métier. L'ONR TV par ma voix présente ses condoléances à RFI et au peuple français. La suite de cette édition, Coopération Sud-Sud, la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud ont signé un accord pour développer un important projet d'énergie hydroélectrique. Le barrage d'Inga devrait fournir à plus de la moitié des 900 millions d'habitants sur le continent. Le président sud-africain Jacob Zuma, au cours d'une visite à Kinshasa, a procédé à la signature de l'accord avec son homologue de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Sophie Pierre. C'est une signature qui pourrait changer l'avenir économique de la République démocratique du Congo. L'Afrique du Sud s'engage à acheter plus de la moitié de l'électricité qui sera produite au barrage Inga 3 sur le fleuve Congo. Un accord qui fut le point d'orgue de la visite de Jacob Zuma à Kinshasa cette semaine. Ce projet est le plus ambitieux jamais entrepris sur le continent africain. En effet, il résonne depuis longtemps comme le symbole de l'Afrique de la Renaissance. Deux barrages existent déjà sur le fleuve Congo, Inga 1 et Inga 2. Des barrages construits dans les premières décennies de l'indépendance et qui tournent à la moitié de leur capacité, faute d'entretien et de moyens. Le gouvernement congolais mise maintenant sur Inga 3 pour développer le pays, un projet de 12 milliards de dollars. 150 millions vont être débloqués par plusieurs bailleurs, dont la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Kinshasa espère que l'implication de l'Afrique du Sud attirera d'autres investisseurs, jusqu'ici frileux face au coût du projet et à l'instabilité politique du pays. Le site d'Inga a un potentiel de 44 000 mégawatts. À titre de rappel, le Congo, la République démocratique du Congo, a un potentiel de 100 000 mégawatts, soit 52% du potentiel hydroélectrique de toute l'Afrique se trouve basé dans ce pays. Plusieurs ONG font preuve de beaucoup moins d'optimisme. Elles craignent que le pays n'ait pas les moyens d'aller au bout de ce projet colossal. Elles dénoncent également son impact sur l'environnement. Des milliers de salafistes sunnites ont manifesté samedi à Sanaa, au Yémen, en soutien aux fondamentalistes sunnites attaqués selon eux par les rebelles chiites zaïdistes. Des affrontements qui ont fait au total 58 morts. Le zaïdisme est la branche du chiisme majoritaire dans le nord du Yémen, alors qu'à l'échelle nationale, les sunnites sont les plus nombreux. Un cessez-le-feu a été conclu entre les deux parties après 3 jours de combats meurtriers.
Mobilisation à Quimper dans la région Bretagne en France, une manifestation pour l'emploi face à une cascade de plans sociaux et de fermeture de sites industriels et contre l'écotaxe a rassemblé près de 30 000 manifestants à bonnet rouge. En fin de journée, les forces de l'ordre ont dû charger pour dégager les manifestants qui se trouvaient encore sur place. Le Premier ministre français a invité toutes les parties prenantes à se retrouver autour du pacte d'avenir pour la Bretagne. Selon la police chinoise, 8 présumés terroristes ouïghours seraient impliqués dans l'attentat de la place Tiananmen qui a fait 2 morts et 40 blessés. Les noms des suspects laissent à penser qu'ils appartiennent à la communauté musulmane turcophone du Xinjiang dans l'est de la Chine. Pour les organisations ouïghours, ces affirmations ne sont que le moyen de justifier la répression dans cette région. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la toile. Merci d'être connectés à la télévision nationale. Très bonne suite des programmes sur Télé Tchad. À demain, Inch'Allah. Bonsoir. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des doigts lésés, vivre le plaisir d'un bonheur à recherche, réjouir des merveilles longtemps rêvées, c'est encore possible. C'est encore possible de tout repère et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'être au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien par la joie de ce qu'on a aimé et de vivre son bonheur. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir de réussir pour ce pays, le Tchad. C'est encore possible, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus.